j'ai perdu. Ok, bonjour à tous. Je suis Carlos d'Amazon Web Services. Donc, je vais pas me présenter en détail. Je suis juste architecte technique sur l'équipe européenne. Juste avant de commencer ma présentation, je voulais corriger peut-être certains détails par rapport à la presse précédente. Oh, ok, il y a certains thèmes, il y a certaines idées qui peuvent prêter à controverse et tout ça. Bon, par exemple, celle des performances. Le cluster d'Amazon, il est noté 41 sur le top 500 des ordinateurs les plus rapides au monde. Donc ça donne une idée un peu des performances. Après, c'est vrai que ça va dépendre de la taille de la machine que vous voulez. Donc quand on compare, il faut vraiment faire attention au type d'instance que vous prenez. Sur Amazon, les infos, vous pouvez les rapatrier quand vous voulez, hein. Donc il n'y a pas de lock-in, comme on va le voir dans la présentation. Par rapport à la sécurité, les data centers d'Amazon, tous sont compliant PCI et SAS 70. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui font de l'e-commerce sur Amazon. Donc vous pouvez stocker des cartes de crédit, même sous loi européenne, sans aucun problème sur Amazon. D'ailleurs, j'ai un très gros client qui a des cartes de crédit, c'est Amazon.com, qui fonctionne sur Amazon Web Services. Au niveau des SLA, je pense qu'on va en parler pendant la présentation. Donc, tout d'abord, Amazon, je pense que vous connaissez tous un peu le site de vente en ligne. La plupart des gens connaissent aussi les marques qui viennent avec Amazon, c'est-à-dire Kindle, Cloud Drive, et ainsi de suite. L'idée, Amazon, j'aime bien le décrire comme c'est vraiment une entreprise SOA en quelque sorte. C'est-à-dire que les concepts de développement et d'architecture SOA, on les a vraiment inclus au niveau de l'entreprise. Le premier, c'était Amazon Marketplace, donc le Consumer Retail, c'est le site de vente en ligne. Au bout de quelques années, Amazon a développé vraiment un service de logistique très très fort, donc du coup on l'a ouvert et ça a permis à d'autres personnes de vendre leurs propres biens à travers Amazon. Donc l'idée d'Amazon Web Services, c'est exactement la même, c'est-à-dire que pour faire tourner toutes ces infrastructures, on a des gros data centers partout dans le monde et on estime qu'on est arrivé à un bon niveau de gestion de ces data centers et on s'est dit bon, pourquoi pas les ouvrir pour que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de notre expérience là-dessus. Et c'est comme ça qu'est né Amazon Web Services en 2006. Donc, comme d'autres personnes l'ont décrit, Amazon Web Services, c'est un grand catalogue de services pour construire des infrastructures en ligne. Il y en a plus de 26, je vais pas vous embêter à les passer tous en revue, on va essayer de les voir un peu sur des cas d'utilisation. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est Java, c'est faire tourner des applications Java ici, on est à DevOps quand même. Donc, première chose, comment déployer une application Java. Donc, comme ça a été dit sur la précédente présentation, on peut commencer sur Amazon EC2. Donc Amazon EC2, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des serveurs virtuels. Il y a différentes tailles, différentes familles. Donc qu'on peut louer à la demande, facturer à l'heure. Il y a plusieurs modèles on peut réserver aussi des instances, il y a plusieurs modèles de paiement. J'aime bien montrer des services en montrant leur prix, parce que comme ça on comprend bien ce qu'on achète. Donc voilà mettons un serveur large, c'est quelque chose qui a 2 processeurs, je ne sais plus combien de mémoire RAM, on paye 36 centimes de dollars par heure pour une machine Linux. Pour du Windows, c'est un petit peu plus cher parce que le prix de la licence est inclus. Donc vous n'avez pas acheté la licence, même chose pour du Oracle, quand vous faites tourner des bases de données RDS Oracle, vous n'avez pas acheté des licences Oracle, vous pouvez les payer à l'heure, donc c'est vraiment inclus dans la machine. Et donc voilà, donc en fonction de la taille, en fonction de combien de mémoire vous voulez, de combien de CPU vous voulez, vous payez plus ou moins cher. Donc ça c'est vraiment la définition simple de EC2. La façon dont ça marche, quand on commence à construire un système sur EC2, on commence sur une AMI. Une AMI c'est une image virtuelle, hein, ni plus ni moins. L'AMI, on en propose à peu près une quinzaine. Donc c'est généralement des systèmes d'exploitation de nos partenaires. Donc il y a SUSE, Red Hat, il y a plusieurs versions de Linux. Après il y a ce qu'on appelle les community AMI. C'est des AMI qui ont été fournis par la communauté. Donc là il y en a plus de 4500. Donc il y a quasiment tous les goûts des Ubuntu, tous les Debian, les Slackware. Enfin il y a plusieurs packages différents. Donc on instancie une AMI, on se retrouve avec un serveur, on se connecte via SSH ou via Remote Desktop sur le serveur, on déploie notre package, ensuite on peut reprendre une photo, donc c'est la petite AMI verte qu'il y a à la fin, et on se retrouve avec une image qui contient notre application. Donc on a customisé une machine avec notre application. Okay, et donc à partir du moment où on a fait ça, donc on peut instancier autant de fois qu'on veut des serveurs qui contiennent notre application. Par exemple, notre AMI, elle peut contenir, je ne sais pas, un serveur Debian avec OpenJDK, Tomcat et notre WAR dedans. Donc ensuite, bon, il n'y a plus qu'à le connecter sur un DNS. Une des choses qu'on peut faire, je vais vous montrer un design pattern qui est vraiment très classique sur le cloud d'Amazon. On a un service gratuit qui s'appelle Amazon CloudWatch.
c'est ni plus ni moins que du monitoring. Donc grosso modo, vous avez accès aux différentes métriques de votre instance. Donc la charge processeur, quantité de mémoire consommée, de disque dur, ainsi de suite. Donc ça vous permet d'avoir des métriques et de mettre des alertes, comme par exemple recevoir un mail si jamais le processeur est trop chargé, la mémoire RAM, la bande passante, ainsi de suite. Le deuxième service qu'on met, en général sur un frontal web, c'est un autre service gratuit qui s'appelle Autoscaling. Donc là, l'idée, c'est de définir des règles de fonctionnement. Par exemple, vous pouvez dire si le processeur ou si la bande passante entrante de cette machine est chargée à plus de 70% pendant 10 minutes consécutives, je vais démarrer un nouveau serveur sur l'image que j'avais créée. Okay. Inversement, c'est-à-dire que si jamais la charge processeur de ma machine est inférieure à 30% pendant plus de 10 minutes, ça veut dire ou 15 minutes, ça veut dire que le serveur se roule les pouces, ben, je vais en supprimer un. Okay. Donc, si j'ai un nombre dynamique de serveurs, devant, j'ai besoin de mettre un load balancer. Donc, c'est le service qui s'appelle Elastic Load Balancing. Et donc, grosso modo, on a vraiment un tout petit design pattern qui est cet ensemble de 4 services. Donc, Elastic Load Balancing, Autoscaling, EC2 et le monitoring CloudWatch. Donc, la façon dont ça se passe, c'est par exemple, vous avez un frontal web, un service simple. Donc, à 6 heures du matin, vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs. Tout va bien. 10 heures du matin, vous avez de plus en plus de monde qui arrive sur la machine. Et là, CloudWatch va détecter une montée en charge. Donc ce qu'il va faire, c'est en fonction de nos règles, il va démarrer une nouvelle instance. Une fois que le système d'exploitation est prêt, le load balancer, l'équilibreur de charge, donc, va lui envoyer du trafic. Okay. Et donc inversement, 19h, on a de moins en moins d'utilisateurs, les machines sont déchargées. Donc on détecte que les processeurs font plus grand-chose. On va en supprimer une. Et on revient à l'état initial. Okay. Alors, ce qu'il faut vraiment bien comprendre sur ce modèle simple, c'est que sur un système qui est totalement automatisé, ça peut marcher le week-end. Hein. Si tout d'un coup vous avez énormément de visiteurs qui arrivent sur votre site, donc on peut dynamiquement faire du scaling horizontal et ajouter des machines en fonction de la charge que vous avez, sans aucune intervention humaine. Okay. Et rappelez-vous, vous êtes sur Amazon, vous payez les serveurs à l'heure. Donc, en fait, là, vous avez un système qui vous permet d'augmenter la charge, enfin, d'augmenter le nombre de serveurs que vous avez et de les diminuer et vraiment d'utiliser, de ne payer que pour ce que vous utilisez. C'est vraiment ça le concept d'Amazon. Donc, forcément, c'est vrai que vous allez avoir des prix qui sont aléatoires, entre guillemets, parce que, bon, encore sur autoscaling, vous pouvez limiter, vous pouvez dire, je veux pas plus de 5 serveurs maximum. Je vais pas faire de l'autoscaling jusqu'à 1000, 2000, même si vous pouvez le faire, il y a des clients qui le font. Mais donc, vous pouvez borner. Donc c'est à vous de voir, soit vous voulez payer 2 serveurs web à plein temps, et par exemple les week-ends ou le soir, quand vous n'avez pas d'utilisateurs, les serveurs web vous avez payé pour eux et ils continuent à marcher, soit vous êtes sur un système élastique où vous payez que pour ce que vous utilisez. Parce que il faut bien garder à l'esprit que sur un data center classique, si vous avez acheté des serveurs, vous pouvez les éteindre le soir, il n'y a pas de souci, mais vous économisez que sur l'électricité en gros. Hein. Les machines, vous les avez payées. Hein. Donc voilà vraiment le principe. Et par rapport à la discussion sur les SLA qu'il y avait eu lors de la précédente présentation, bon, sans rentrer dans la controverse, nous, notre optique, c'est de dire les SLA, c'est quelque chose qui était important dans une époque où, par exemple, on avait des mainframes, où on avait une grosse machine, il fallait surtout pas qu'elle tombe, parce que vraiment, cette machine-là, elle contenait tout, quoi. Donc, quand on est sur du cloud, en général, on essaye au maximum de faire des architectures qui sont scalables horizontalement. Donc tout à l'heure, je vous ai montré par exemple, on passait sur ce système-là. Le fait que Autoscaling retire une machine, c'est exactement la même chose comme si vous aviez un problème système, une machine qui est détruite. Donc une machine qui est détruite, sur ce petit design pattern, automatiquement elle va être remplacée. Parce qu'on a créé l'AMI, on a créé l'empreinte qui permet de remplacer la machine automatiquement. Donc du coup, le concept de SLA sur une machine prend un peu moins de sens. Dans la mesure où vous avez une architecture qui automatiquement peut récréer les composants qui lui manquent. Ok, mais on va revenir là-dessus par la suite. Donc ça c'est bien pour quand on a des applications web, quand on a des frontaux web sur lesquels on a une grosse population d'utilisateurs et on n'a pas vraiment le contrôle sur qui va venir. C'est-à-dire demain, peut-être que mon site sera aux infos et tout d'un coup, il y a énormément de visiteurs qui vont venir me voir. Donc je vais pouvoir m'ajuster à la charge.
Mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans des SS2I ici ou des cabinets de consultants. Donc des fois, on fait aussi des applications Java, même en interface web, qui sont internes. Et donc pour ça, on a un service intéressant qui s'appelle Amazon VPC, qui s'appelle Virtual Private Cloud. L'idée, c'est donc vous avez le data center de l'entreprise et vous établissez une connexion VPN entre le data center de l'entreprise et le cloud d'Amazon. Et à partir de ce moment-là, vous avez ce qui est symbolisé ici, vous avez une fraction du cloud d'Amazon sur laquelle vous avez un contrôle total du réseau. Vous pouvez choisir les adresses IP des machines, vous pouvez choisir les tables de routage, comment vous configurez les firewalls et ainsi de suite. Donc en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez étendu le data center de l'entreprise sur le cloud. On parlait un peu de cloud hybride, bah, ça c'est une façon de le faire. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est que les machines qui se trouvent là-haut, là, les instances EC2 qui sont sur le cloud d'Amazon, vu qu'elles sont reliées par VPN sur le data center de mon entreprise, si là-bas j'ai des serveurs de développement, ils peuvent tout à fait venir requêter une base de données ou un LDAP qui se trouve chez l'entreprise. Et encore une fois, rappelez-vous, vous êtes sur un environnement où vous payez à l'heure. Vous payez à l'utilisation. Donc ça, typiquement, ce que je viens de vous montrer, quand on est dans des cabinets de consultants, le truc le plus classique, c'est de faire un environnement de dev et test. Vous avez un projet qui dure 3 mois, vous avez un projet qui dure 2 mois. Ben vous allez pas acheter des machines. Enfin, d'ailleurs, la plupart du temps, vous allez chez votre client, vous demandez, oui, j'ai besoin de 2 serveurs de test, j'ai besoin d'un serveur d'intégration continue, j'ai besoin d'une base de données Oracle aussi pour faire les tests. Ben, c'est un budget, quoi. Alors que si vous êtes sur une infrastructure cloud, ben, vous pouvez faire un lien VPN, monter des machines dynamiquement, même juste 8 heures par jour, parce que en général, on essaie de pas trop travailler la nuit ou pas travailler les week-ends, mais même le lien VPN, il est facturé à l'heure. Je crois que c'est 0,05 centimes de dollars par heure. Mais donc voilà, l'idée c'est que quand vous êtes chez un client, si vous pouvez ouvrir une connexion VPN sur le cloud d'Amazon, c'est un VPN vraiment tout à fait standard, vous pouvez créer des machines à la demande pour faire vos environnements de dev et test. Et encore mieux, vous pouvez les automatiser, c'est-à-dire les soirs, vous pouvez avoir un script qui lance un serveur Jenkins qui fait les tests d'intégration, donc qui lance tous les tests unitaires, qui vous renvoie le rapport et après qui s'autodétruit. Puisqu'encore une fois, vous êtes facturé que à l'heure. Okay. Une autre utilisation classique de VPN, c'est les data centers multiples au sein d'entreprises. Ça, c'est un cas qui a existé chez Autodesk. Donc Autodesk, c'est l'éditeur de logiciels en modélisation 3D pour les architectes. Ils ont eu un problème qui arrive souvent aux entreprises, aux grandes entreprises qui ont leur propre data center, c'est que bon, on ajoute des serveurs. Hein. J'ai rarement vu une entreprise qui a besoin de moins en moins de stockage ou de moins en moins de serveurs. Donc on rack, on ajoute des machines, ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, le serveur supplémentaire, il ne vous coûte pas juste 2000 € supplémentaires, il vous coûte quasiment 20 millions. Okay, parce qu'on doit reconstruire un nouveau data center. Le data center, il est plein à craquer. Donc au moment où le serveur supplémentaire coûte 20 millions d'euros, voilà, là on se pose la question qu'eux se sont posées, c'est donc de se dire, bon, bah, pourquoi pas mettre complètement notre data center sur Amazon Web Services. Donc ils ont créé un lien VPC exactement sur le diagramme que je vous ai présenté précédemment. Et donc voilà, ils ont leur propre serveur comme ça à la demande. Un autre cas typique, c'est en Europe, c'est Shell. Shell travaille avec Amazon, donc ils utilisent Amazon VPC pour leurs environnements de dev et de prod. Donc ça, c'est quelques photos qui nous ont été envoyées par le CTO, le directeur informatique d'Autodesk. Donc voilà, il a l'application iPhone, il peut monitorer ses serveurs à partir de son iPhone. Donc il est tranquille en vacances à la piscine, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais bon, il peut démarrer des serveurs Linux comme ça et les ajouter dynamiquement sur le cloud d'Amazon. Bon, on parle souvent de serveurs, mais on a aussi un service qui s'appelle EBS, qui vous permet de créer des disques durs entre guillemets virtuels. Donc voilà, ajouter 1 ou 2, 3 ou même 20 teraoctets sur un serveur. Donc sur Amazon, c'est quelque chose qui se fait en quelques clics. Les ajouter ou les détruire, parce qu'encore une fois, vous êtes facturé que à l'heure. Quand vous utilisez, quand vous n'avez plus besoin des ressources, vous pouvez les détruire. Il n'y a pas de frais d'entrée chez Amazon, il n'y a pas de frais de sortie non plus. Ok. Bon. Ça, c'était une façon assez classique, assez standard, je dirais, de déployer des choses. C'est vraiment des services d'infrastructure bas niveau, dans le sens où ce qu'on vous donne, c'est un serveur virtuel. Hein. Vous avez l'accès total à la machine, vous avez l'accès root ou l'accès administrateur si c'est des instances Windows. Donc, vous faites vraiment, littéralement, ce que vous voulez avec la machine. Donc, par contre, comme le thème, c'est plutôt de parler d'applications Java, ça a été évoqué sur la précédente présentation également. On a un service qui s'appelle Beanstalk, qui permet de déployer
des applications Java. Donc l'idée, on instancie le service Beanstalk, on déploie un WAR, et ça y est, c'est prêt. Donc voilà, déployer une application Java sur Amazon en utilisant Beanstalk, c'est aussi simple que déployer un WAR. Donc à l'intérieur de Beanstalk, SIA, donc c'est une stack vraiment, on ne peut plus classique, hein, ça tourne sur des serveurs EC2. Donc le système d'exploitation c'est Linux, donc on a le JDK 1.6 ou 1.7 je crois sur les dernières versions. Avec Tomcat on est sur les versions 6 ou 7. Pour les détails c'est la 6.0.33 ou 35 et la 7.0.13. Et donc par-dessus vous avez votre WAR. Donc ce qu'il y a à l'intérieur d'Elastic Beanstalk, c'est quand vous créez un déploiement sur Elastic Beanstalk, la première chose qu'on fait c'est on crée le load balancer. Ensuite, le groupe d'autoscaling, autant de serveurs que vous avez déclarés dans votre environnement Beanstalk, donc il peut y en avoir un ou deux, là, comme sur l'exemple. On relie le tout et ça y est, c'est prêt. Donc en fait, Beanstalk, c'est ni plus ni moins que le petit design pattern que je vous avais montré en intro, encapsulé dans un environnement. Bon, il y a quelques services supplémentaires, comme par exemple, on fait des rotations de logs et on va garder toutes les différentes versions de vos fichiers WAR sur Amazon S3, le service de stockage. Donc Amazon S3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service de stockage pour Internet. Donc il y a une interface HTTP qui vous permet de pusher des objets sur S3 ou de les récupérer. Le principe d'S3, c'est que vous pouvez stocker des objets qui vont de 1 octet à 5 téraoctets. Okay, donc vous pouvez faire des uploads ou des downloads parallèles pour récupérer vos objets. La durabilité, elle est extrêmement élevée. C'est le point fort de S3. Donc là, les 11.9 de durabilité, je crois qu'on a une chance sur je ne sais plus combien de millions d'années de perdre un objet sur S3. Enfin, notre façon d'y arriver, c'est simple. Hein, c'est-à-dire quand vous mettez un objet sur S3, il est répliqué sur plusieurs zones de disponibilité, l'équivalent des data centers. Et à l'intérieur d'une zone de disponibilité, il est répliqué dans plusieurs salles, à l'intérieur des salles, dans plusieurs racks et dans plusieurs disques durs et ainsi de suite. Donc même si on perd un data center complet, vous pouvez quand même accéder à vos données. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, comme par exemple Oracle, qui proposent des plugins qui vous permettent de faire des backups de vos bases de données directement sur Amazon S3. Par exemple, quand vous utilisez Dropbox, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Dropbox ou qui utilisent. Oui, il y a beaucoup de gens qui utilisent Dropbox. Dropbox, c'est Amazon S3. Voilà. Avec une belle interface par-dessus, bien sûr. Donc bon, les prix d'Amazon S3, hein, pareil, hein, c'est pour vous donner une idée de ce que vous achetez. Donc en fait, ce qu'on achète, c'est du stockage par mois. Donc c'est 12,5 centimes de dollars par gigaoctet par mois. Donc 1 gigaoctet sur S3 stocké pendant un mois, c'est quelque chose comme 1 euro à peu près. Voilà. Donc, comment créer une application pour Beanstalk? En fait, c'est comme vraiment n'importe quelle application Java. Hein. Il n'y a aucune magie sur ce qu'on fait. C'est vraiment du Java standard, à la différence d'autres environnements qui sont de type plateforme as a service, où vous avez une API contre laquelle il faut coder votre application. Ici, il n'y a pas d'API spécifique. C'est-à-dire c'est vraiment, si ça tourne sur Tomcat, ça tourne sur Beanstalk. Il y a rien du tout qui est ajouté par Amazon. C'est-à-dire il n'y a rien sur la restriction des I/O de fichiers, ainsi de suite. Vous faites littéralement ce que vous voulez, puisque rappelez-vous, vous avez accès root aux machines. Ok, même celles qui sont créées sur Beanstalk. Donc en fait, du coup, il y a pas mal de gens, la façon dont ils déploient sur Tomcat, c'est-à-dire qu'ils ont leur serveur local avec Tomcat installé, ils testent que tout fonctionne, ils uploadent le WAR sur Beanstalk, ils peuvent même récupérer le même fichier WAR qu'il y a sur Beanstalk et le refaire tourner localement, faire des modifs comme ça, et on a un cycle. Donc bon, c'est peut-être un peu barbare, il y a des plugins qui existent pour faire ça sur Eclipse. Donc il y a un plugin Eclipse qui vous permet de déployer directement sur Beanstalk. Donc dès que c'est compilé, c'est déployé. L'administration, là, on propose énormément d'outils pour administrer. Donc là, ce que je vous montre, c'est des captures d'écran de la console web d'Elastic Beanstalk. Donc voilà, on peut activer la rotation des logs sur S3. Donc même si vous avez une instantiation de Beanstalk qui a, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de serveurs Tomcat, les logs sont récupérés et agrégés dans S3 pour tous ces serveurs Tomcat.
Vous avez la liste des actions qui ont été faites par Beanstalk, comme ajouter une instance, supprimer une instance, les événements sur le load balancer, et ainsi de suite. Vous pouvez recevoir des notifications par email si vous êtes intéressé par ces événements-là. Bon, bien sûr, il y a le système de monitoring, donc vous pouvez regarder, donc la quantité de requêtes qui entrent, la charge processeur, ainsi de suite. Bon, il n'y a rien de spécifique là-dessus. Au niveau de la configuration, donc vous pouvez choisir la taille des instances EC2 qui sont appliquées sur Beanstalk, donc des serveurs plus ou moins grands, en fonction des besoins de votre application. Vous pouvez gérer les paramètres aussi de la JVM, mais là encore, hein, enfin, c'est vraiment les paramètres de la JVM de base qu'on vous donne là, donc les paramètres qu'il y a sur le runner, mais vous pouvez toujours vous loguer sur la machine et même installer des librairies natives, faire toutes les modifications que vous voulez là-dessus. Donc, pour l'instant, sur Beanstalk, on a vu uniquement comment déployer un WAR, et donc on n'a pas parlé des données. Donc, en général, un serveur web, il ne tourne pas tout seul, il a besoin d'une base de données. Donc, voilà, où mettre les données sur Beanstalk? Et bien, en fait, on ne les met pas dans Beanstalk. Beanstalk, c'est vraiment un environnement pour déployer des applications Java. Ce n'est pas un environnement qui est fait pour gérer les données. Donc, pour gérer les données, on a vraiment toute une palette de solutions. La première, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est donc Amazon RDS. C'est des bases de données encapsulées sur EC2. Donc, par exemple, vous avez du MySQL ou du Oracle qui est géré par Amazon et donc qui est installé sur des bases EC2. Vous avez DynamoDB, donc qui est une base de données NoSQL à très haute performance. Donc, c'est une base de données qui utilise que des disques durs SSD pour la rapidité d'écriture et de lecture. Vous pouvez créer aussi votre propre cluster sur Redis, MongoDB, Membase, Cassandra, enfin vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser S3 pour stocker les fichiers, SimpleDB, donc qui est vraiment un data store key value très simplifié, ou alors même utiliser votre propre base de données si vous avez par exemple une version un peu exotique de PostgreSQL ou de Ingres. Vous utilisez vous-même votre base de données que vous installez sur EC2 avec des volumes EBS pour le stockage. Et voilà, vous êtes prêt. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là que vous pouvez utiliser avec Beanstalk. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment utiliser n'importe quelle base de données. Okay, une base de données que vous utilisez déjà aujourd'hui sur un serveur physique, vous pouvez le faire tourner sur Amazon. Parce qu'encore une fois, on ne vous impose pas une API spécifique, ce n'est pas une plateforme dans laquelle vous déployez votre application. Nous, ce qu'on fait juste, c'est instancier les machines qui viennent en dessous. Après, ce que vous faites par-dessus, vous êtes totalement libre. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, la version qui vous plaît. Donc, bon, ça j'avais évoqué tout à l'heure, vous avez accès administrateur sur toutes les instances, même sur ce que crée Beanstalk. En fait, Beanstalk, personnellement, moi, je ne le considère pas comme une plateforme une plateforme as a service. Je le considère plus comme un wizard. En fait, Beanstalk, ce qu'il va juste faire, c'est qu'il va configurer tout le petit design pattern que je vous ai montré, donc créer les instances, l'autoscaling, le load balancer, ainsi de suite. C'est ce qu'il va faire pour vous. Après, si vous voulez vous loguer via SSH à l'intérieur de la machine qu'a créé Beanstalk, vous pouvez tout à fait le faire. Et faire les modifs que vous voulez. Et donc, vous avez aussi la possibilité de modifier les images lancées par Beanstalk. Si par exemple, il y a une version de Tomcat qu'on n'a pas et vous voulez absolument la supporter, ou vous voulez mettre je sais pas, même des drivers JDBC dans Tomcat ou mettre je sais pas quel jar à l'intérieur de Tomcat, vous pouvez tout à fait faire votre propre modification et la réutiliser dans Beanstalk. Okay, donc si vous voulez utiliser Scala ou n'importe quel autre langage, vous êtes vraiment tout à fait libre de le faire, puisqu'encore une fois, nous on va instancier que de l'infrastructure. Et donc le mieux, c'est que Beanstalk est en plus totalement gratuit. Vous payez que pour les instances EC2 qui sont instanciées par Beanstalk, et pour le load balancer, Beanstalk lui-même n'a pas de coût. Donc pour le tester, le mieux c'est de créer un compte. Donc aujourd'hui, si vous allez sur l'adresse aws.amazon.com/free, vous pouvez créer un compte gratuit. Donc tous les détails sont ici. Hein. Vous avez le droit à un serveur gratuit pendant 1 an. Il y a toute une autre palette de services. Donc voilà, là sur S3, il y a 5 gigaoctets de stockage gratuit sur S3. Il y a un disque dur virtuel de 30 gigaoctets. Bon, vous pouvez trouver tous les détails sur la page. Bon, maintenant, il me reste une demi-heure, il va falloir faire vite. On va construire une petite application simple. Donc, avant de construire une application, et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on est dans des environnements comme Amazon Web Services, c'est que
tous les services sont indépendants. C'est-à-dire que même si vous voulez utiliser RDS, on ne vous force pas à utiliser un autre service si vous voulez prendre RDS. Si vous voulez juste utiliser S3, bah, très bien, utilisez que S3, on ne vous force pas à prendre d'autres services. Donc l'idée, c'est que, enfin, je pense que c'est une idée qui est très connue dans la communauté Java, dans la façon dont on développe avec les cycles itératifs, ainsi de suite, c'est de commencer et de prendre les services petit à petit. Parce qu'en fait, sur Amazon, encore une fois, vous n'avez aucun risque dans le sens où vous payez que à l'heure. Même si vous prenez un serveur qui est extrêmement puissant, qui est beaucoup trop puissant par rapport à vos besoins, genre on a des machines qui sont à plus de 8 cœurs, bah, c'est pas grave, vous la détruisez, vous en créez une peu plus petite et vous avez été facturé que pendant 1 heure. Même la plus grosse des machines multicœurs avec des cartes GPU, je crois qu'elle est à 2 $ par heure. Donc bon, même dans le pire des cas, si vous avez instancié celle-là, c'est 1,50 €. Donc pour revenir à l'idée de construire une application, il faut vraiment y aller de façon itérative. Pour vous donner un exemple, ça c'est une capture d'écran du site Amazon.com, le site de vente dans les années 95. Je sais, c'est un peu flippant aujourd'hui, ça donne... voilà, mais bon, voilà. En France, là, ça donne ça. Voilà. Ça rigole moins déjà. Oui, comme vous pouvez voir, je suis vraiment fan de poupées, j'adore ça. Mais donc l'idée c'est que voilà, Amazon aujourd'hui, le site de vente, il y a vraiment une pile de fonctionnalités. Et par exemple, quelque chose aussi simple comme le rating avec les 5 petites étoiles, c'est quelque chose qui avait été inventé par Amazon dans les années 98, je crois. Bah, c'est un service web derrière. Donc il y a vraiment des serveurs web dédiés. Donc on appelle un web service. Donc c'est-à-dire genre je donne l'identifiant du produit. J'appelle un web service qui, en échange, va me donner le nombre de petites étoiles avec les commentaires, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de l'infrastructure qui vient derrière, donc qui tourne sur EC2. Et donc voilà, quand vous construisez votre propre système, quand vous voulez ajouter des services, quand vous voulez ajouter des composants, vous pouvez y aller graduellement sur Amazon. Vous n'êtes pas obligé de provisionner comme ça tout de suite ou d'acheter toute une batterie de serveurs qui peut-être vous n'allez pas utiliser. Donc vous pouvez vraiment y aller graduellement. Donc allons-y, donc on commence avec Amazon RDS et EC2. Donc on va faire un site web de quelque chose comme YouTube par exemple, ou comme Instagram, bon maintenant qui ont été rachetés, qui tournent d'ailleurs sur Amazon Web Services. Donc l'idée quand on a un site web comme YouTube, c'est donc j'upload des vidéos et je les mets sur un site web pour que les gens puissent les regarder. Quelque chose qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que quand on reçoit quand des sites comme YouTube ou Vimeo reçoivent une vidéo, d'ailleurs Vimeo qui tourne aussi sur Amazon Web Services, on doit faire du transcoding. C'est une opération qui consomme énormément de processeurs. C'est par exemple, voilà, j'envoie un fichier au format WMV. Eux, ils vont le transformer pour que ce soit lisible sur Android, sur iPad, sur iPhone, sur quasiment à peu près 18 formats différents. Donc on commence simplement. Donc Route 53, c'est un service, j'en ai pas parlé, donc qui fait du DNS. Donc j'ai mon application web qui tourne sur Java avec Beanstalk et j'ai ma base de données qui est en réplication en master standby sur RDS. Donc la première chose que je vais ajouter, donc c'est S3. Donc parce qu'il va bien falloir que je stocke mes fichiers vidéo quelque part. Donc voilà, quand mon serveur web va les recevoir, il va les déposer sur S3. Après, ce qu'on voit, c'est que bon, vaut mieux pas faire gérer l'upload des fichiers vidéo directement à travers les mêmes instances de mon site web, parce que sinon on va vraiment les charger. Des fois, il y a des utilisateurs qui uploadent des fichiers vidéo qui font plusieurs gigaoctets, donc on va séparer, on va créer un point de contrôle différent, un autre web service qui va être dédié à l'upload de fichiers vidéo, comme par exemple uploader des fichiers vidéo à partir du téléphone, et ainsi de suite. Comme ça, j'ai mon site web qui est vraiment séparé et qui utilise la base de données de son côté. Donc, un truc qu'on connaît beaucoup aussi en Java, c'était venu de la mode des architectures SOA, c'est de découpler les différents composants du système. Donc pour ça, on utilise des files d'attente. On a un service pour ça. Ça s'appelle Amazon SQS, donc Simple Queue Service. Donc c'est ni plus ni moins qu'une file d'attente. Répliquée et redondante. Donc grosso modo, quand mes serveurs web vont recevoir un fichier vidéo, je vais les stocker sur Amazon S3 et je vais publier un message sur SQS, sur la file d'attente. Donc la file d'attente va contenir la liste de tous les fichiers vidéo que je dois traiter. Et donc ensuite, ce que je vais ajouter, c'est une flotte de serveurs sur le back-end qui, eux, vont être dédiés à faire le transcoding vidéo. Donc eux, ce que vont faire ces serveurs-là, ils vont prendre les messages sur Amazon SQS, ils vont prendre la liste des fichiers à transformer, ils vont les télécharger de S3, faire les modifications vidéo et donc les remettre sur S3 dans différents formats.
Comme vous pouvez voir, j'ai mis un groupe d'autoscaling, donc ça me permet de dynamiquement ajuster la flotte de mes serveurs qui font du transcoding vidéo. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'ont vu Vimeo, c'est qu'au mois de septembre, ils ont énormément de vidéos à transcoder. Voilà, c'est tous les gens qui reviennent de grandes vacances qui envoient leurs vidéos. Donc, autoscaling va permettre en fonction de la quantité d'objets qu'il y a dans la file d'attente, d'ajouter plus ou moins de serveurs. Si à un moment il n'y a plus du tout de vidéos à transcoder, ben, autoscaling va supprimer toutes les machines. Et encore une fois, vous payez que pour ce que vous utilisez. Après, bon, pour être un peu exotique, je vais mettre Amazon SimpleDB. C'est donc un key value store pour contenir toutes les métadonnées de mes fichiers vidéo, comme par exemple quand est-ce qu'il a été transcodé, quand est-ce que je l'ai reçu, qui l'a uploadé, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui me reste Oui, je peux utiliser aussi Amazon CloudFront. Donc ça, c'est un service de cache statique. Donc on a plusieurs POP un peu partout dans le monde. On en a un sur Paris. Donc mon architecture finale, elle ressemble à ça à peu près. Donc l'utilisateur va sur le site web d'où il peut consulter les vidéos. Donc ici, on génère les feuilles HTML dynamiques à partir de la base de données qui est derrière. Je peux télécharger les fichiers vidéo en streaming parce qu'en fait, CloudFront contient Adobe Flash Media Server. Donc ça vous permet de ne pas payer la licence aussi, pour faire du streaming flash sur les fichiers vidéo, qui eux sont stockés sur Amazon S3. Encore Amazon S3, souvenez-vous, vous payez à la demande, donc vous payez que pour la quantité de fichiers vidéo qui sont stockés. Et donc après, moi si je veux uploader des vidéos, donc je les upload sur ce point spécifique, qui va donc les stocker sur S3, et publier une notification sur SQS, et en back-end, j'ai mes serveurs de transcoding. Donc voilà, en prenant comme ça différents composants, on a une architecture de site qui ressemble beaucoup à celle de Vimeo, qui ressemble aussi beaucoup à SlideShare, si vous connaissez. Donc SlideShare qui fonctionne aussi sur Amazon Web Services. Donc eux, au fait, c'est un site web qui permet de publier des présentations. Donc je upload un PowerPoint. Eux, ils vont le transformer en PDF avec vraiment exactement la même architecture. SoundCloud ou Spotify, qui tous les deux aussi tournent sur Amazon, font la même chose pour les fichiers audio, pour les MP3. Ok. On revient un peu dans le monde Java, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Au niveau de la programmation, jusqu'ici on a vu que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire, voilà, je crée mon système, je crée mon architecture, mais ce que les gens savent peut-être un petit peu moins sur Amazon, c'est qu'en fait on a une API complète qui vous permet de vraiment complètement programmer une infrastructure. Donc en fait, l'idée c'est que le panneau de contrôle d'Amazon Web Services, d'ailleurs on ne s'appelle pas Amazon Web Services pour rien, parce qu'en fait nous ce qu'on offre c'est vraiment des services web. Donc il est accessible via la console web, je vous ai montré quelques captures d'écran, mais tout ce que vous avez pu faire à travers la console web, si ce n'est plus, vous pouvez le faire également en Java. Okay, donc vous pouvez avoir un programme Java qui crée des machines, qui crée des instances. Un programme Java qui crée des bases de données, ou qui les détruit, ou qui déplace des serveurs, ou qui contrôle les firewalls. Okay, donc tout ça, vous l'avez à travers les API. Et d'ailleurs, notre interface en ligne de commande, elle est totalement implémentée en Java et elle utilise l'API Java. Donc en fait, donc pour télécharger le SDK Java, vous pourrez trouver cette adresse-là sur Google. Donc on a un SDK donc, qui contient l'API pour tous les services, pour tous les 26 services que je vous ai présentés, donc EC2, S3, EBS, enfin vraiment tous les autres. Donc forcément, il y a la documentation qui vient avec. Il y a le plugin Eclipse. Si vous travaillez avec Eclipse, donc qui vous permet directement d'intégrer le plugin Java. On a un portail aussi de développement Java au sein d'Amazon Amazon Web Services. Quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que traditionnellement Amazon a beaucoup utilisé Java depuis très longtemps. C'est pour ceux qui se souviennent peut-être, à l'époque où on avait les versions 3 de Tomcat, il y a beaucoup de gens qui cherchaient quelle était la killer application en Java. Amazon, c'était même déjà à cette époque-là, tournait déjà en Java, le site de vente. Donc voilà, donc sur le Java Developer Center, vous pourrez retrouver toutes les ressources que je vous ai indiquées. L'adresse c'est aws.amazon.com/java. Il y a des exemples de code, enfin vraiment tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais vraiment, je reviens sur ce concept que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est que Amazon Web Services, c'est un data center programmable du coup. C'est-à-dire que pour vous, en tant que programmeur Java, l'infrastructure,
est devenu un programme. Enfin, ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais on peut instancier un serveur dynamiquement à partir d'un programme Java. Je vais vous montrer un exemple sur comment on démarre une instance EC2. Donc sur un programme Java, voilà, c'est avec cet appel, avec cette méthode-là. Donc on définit l'identifiant de l'image, la clé de sécurité SSH qu'on veut utiliser pour se loguer sur la machine, la taille de la machine, la configuration du firewall. Et donc ensuite, bon, on peut paramétrer, on peut utiliser vraiment mettre n'importe quel paramètre sur le string. L'équivalent sur la ligne de commande, ça donnerait ça. Je peux utiliser le web service en brut et faire une requête HTTP signée pour démarrer un serveur web, par exemple. Okay. Donc je vous montre aussi rapidement comment ça donne via la console web. Donc je me log, je peux utiliser un token d'authentification pour me loguer. J'arrive sur la console qui ressemble à ça, donc je clique sur le bouton lancer une instance. Là je choisis l'AMI de base, donc le système d'exploitation. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Si vous allez dans l'autre onglet, le Community AMI, là vous en avez vraiment un paquet. Donc je vais choisir une Amazon Linux. Donc en fait c'est un Linux qui est optimisé pour Amazon EC2. Là ensuite on retrouve la famille des instances, hein. Vous voyez le nombre de processeurs que contiennent chaque instance, la mémoire RAM. Donc en fait j'ai pris des extra larges. On peut donner quelques paramètres, des tags. Ensuite je définis les clés SSH pour me loguer. Donc je télécharge la clé privée. Je peux configurer un firewall, donc là j'ai ouvert les ports SSH HTTP, et voilà, on a la récapitulation, le récapitulatif. Donc j'ai lancé 10 serveurs, voilà, au bout de quelques secondes, on arrive à cet état-là. Et là par exemple, quand vous sélectionnez un serveur, vous voyez le nom public DNS qu'a la machine, donc vous utilisez ce DNS-là pour vous connecter sur la machine. Vous avez des adresses privées internes et tout ça, donc vous avez d'autres détails, donc c'est aussi simple que ça. Sur l'interface web. Et tout ce que je vous ai montré là sur l'interface web, vous pouvez le faire, j'insiste vraiment là-dessus, vous pouvez le faire à partir d'un programme Java. Ok. Donc les cas classiques, c'est par exemple, vous avez un programme Java qui peut s'auto-scruter et se dire, bon voilà, là par exemple, ma charge CPU, elle est pour une base de données ou un serveur d'application par exemple, elle est beaucoup trop élevée, je peux faire du scaling vertical. Je vous ai montré au début du scaling horizontal, donc ajouter des machines. Là, ce qu'une machine peut faire en se regardant elle-même, en faisant, on connaît tous le concept d'introspection en Java. Là, vous avez l'idée d'introspection au niveau du data center. Okay, donc un serveur d'application peut s'inspecter lui-même, se dire, bon, j'ai besoin de tourner sur une instance plus puissante ou j'ai besoin de plus de processeurs. Donc il peut se redémarrer et tourner sur une machine à 8 cœurs ou moins, ou en fonction de mémoire RAM, ainsi de suite, changer les paramètres. Donc, un exemple qui est assez intéressant, c'est celui de Netflix. Bon, Netflix, on l'a évoqué tout à l'heure également. C'est le numéro 1 de la vidéo on demand sur Internet, aux États-Unis, pardon. Donc, ils tournent sur Amazon Web Services et ils ont inventé un concept qui est vraiment très très intéressant. C'est ce qu'ils appellent le Chaos Monkey. Quand on travaille sur les architectures en cloud, d'ailleurs c'est ce que dit notre Werner Vogels, le directeur technique d'Amazon, il dit everything fails all the time. Donc tout peut se détruire à n'importe quel moment. N'importe quel composant de votre système peut avoir une erreur à n'importe quel moment. Et donc eux, ils sont vraiment allés beaucoup plus loin que ça. En utilisant l'API Amazon, ils ont créé un programme qui regardent tout ce qu'ils ont sur leur compte Amazon et aléatoirement, par exemple donc le Chaos Monkey va aléatoirement prendre un serveur et l'éteindre. Alors attention, ils font ça en production quand même. Et donc c'est pas une blague, hein. Vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez regarder les blogs. D'ailleurs je crois qu'ils vont bientôt l'open sourcer. Donc en production, ils ont un programme qui scanne ce qu'ils ont sur Amazon et qui les détruit comme ça aléatoirement. Donc ce qu'on évoquait dans la présentation tout à l'heure sur voilà, le changement d'état d'esprit, c'est sûr que les SLA, ça n'a pas de sens quand vous faites ce genre de truc, quoi. Parce que bon, on peut détruire des serveurs web, ils détruisent même des bases de données, des volumes, des disques durs, ils vont quand même très très loin. Et à partir du moment où vous êtes à ce niveau-là de stabilité sur votre architecture, c'est-à-dire à partir du moment où vous pouvez avoir un programme qui aléatoirement vient détruire des choses, et que votre architecture continue à fonctionner, que vous continuez à servir, parce que, attendez, rappelez-vous quand même ce qu'ils font. Ils font de la vidéo à la demande.
C'est-à-dire que vous êtes chez vous en train de regarder un film en streaming en HD, et ils peuvent avoir un programme qui vient détruire le serveur. Et ça marche. Donc voilà, donc c'est quand même, bon, c'est peut-être une idée un peu extrême sur comment utiliser les API Java, mais c'est vraiment un très bon concept de comment déployer une architecture. L'autre idée, c'est on peut pousser encore plus loin et utiliser un service gratuit qui s'appelle CloudFormation. Donc là, l'idée, c'est que vous avez carrément un fichier complet, un fichier JSON qui définit une architecture. Donc par exemple, cette architecture-là qu'on a construite tout à l'heure, vous pouvez la décrire dans un fichier JSON. Okay. Donc, ce qui fait que vous pouvez donner ce fichier JSON à Amazon et vous pouvez lui dire, voilà, crée-moi cette architecture sur la région ou sur les data centers du Japon. Et donc, CloudFormation, donc il y a même un système de commit et de rollback pour, voilà, j'ai déployé les serveurs web, ok, je commit, j'ai des points de contrôle, ainsi de suite, pour déployer une architecture vraiment complète. Donc là, je ne parle pas juste d'une instance, hein, je parle vraiment d'un ensemble, serveur, base de données, serveur d'application, ainsi de suite, sur une région. Et donc, en fait, ce que vous avez, en fin de compte, c'est le concept d'un distributeur d'applications, quoi. D'ailleurs, on donne des exemples sur certaines des applications qui sont sur cette image. Donc, on donne les exemples de déploiement Redmine sur CloudFormation. Et donc, si vous pouvez aller encore un peu plus loin, vous pouvez même vendre votre application sur le Amazon Web Services Marketplace, qui a été lancé hier. Voilà. Donc, très, très, très récent. Donc, en fait, l'équivalent que vous avez sur sur l'App Store pour les applications mobiles. Donc là, vous avez la même chose pour les applications d'entreprise ou des applications avec une architecture complète. Donc vous voyez, vous pouvez déjà acheter du JBoss, du MongoDB, du SAP, du Zen, avec un déploiement complet sur Amazon Web Services. Ok, j'ai plus beaucoup de temps. Bon, j'aurais pu vous parler de plein d'autres services, hein. Donc il y a Amazon Elasticache, c'est construire des clusters Memcached sur Amazon. Il y a Simple Email Service, c'est envoyer des emails en masse à partir d'Amazon. Si vous êtes client d'Amazon, vous savez que on en envoie pas mal des emails. Bon, Simple Notification Service, ça c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les applications Java, d'avoir des queues de notification ou CloudFormation, pardon, j'en ai parlé, et Hadoop. Donc Hadoop, je pense que c'est l'une des choses les plus intéressantes qui est arrivée dans le monde Java depuis Spring. Donc Elastic MapReduce, donc comme vous l'avez deviné, c'est un peu l'équivalent de RDS ou de Beanstalk pour Hadoop. C'est un cluster Hadoop qui est encapsulé et géré directement dans le cloud Amazon. Donc pour finir, voilà, Amazon Web Services, c'est vraiment un jeu de services d'infrastructure que vous pouvez utiliser pour construire vraiment n'importe quel type d'application. Donc, j'ai pris la photo des Lego parce que pour ceux qui font du Java ou de la programmation objet depuis assez longtemps, vous voyez que c'est une idée qu'on a vraiment depuis longtemps, qu'on utilise depuis très très longtemps. L'idée de blocs qu'on peut assembler, de composants, donc de classes, de librairies réutilisables. Donc là, c'est vraiment la même chose, mais au niveau du data center. Donc au niveau du data center, d'une infrastructure, vous avez ces composants que vous pouvez utiliser à la demande. Et encore une fois, pour tous les services d'Amazon Web Services, vous ne payez que pour ce que vous utilisez. Puisque l'objectif, c'est de vous permettre de vraiment vous focaliser sur l'application. L'idée, c'est que la valeur, elle est vraiment dans l'application que vous développez et dans les données que vous créez avec cette application-là. La valeur, elle n'est pas dans le data center. Je vous remercie. Alors, un dernier point, juste avant de passer aux questions. Je vous donne les adresses mail de deux de mes collègues en France. Donc, Amazon Web Services est aussi présent en France. Voilà, donc c'est Mathieu Bienvenu, donc bienvenue sans E, @amazon.fr et Boris Lecoeur, blecoeur, @amazon.fr. Voilà, n'hésitez pas à leur envoyer un message de ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Alors la question c'est pour un petit développeur, si je veux déployer un petit serveur, comme je vous ai montré, vous allez sur aws.amazon.com/free et on vous donne un serveur gratuit pendant 1 an. Après, après 1 an, il y a besoin d'une base de données pour faire tourner ça.
À la limite, on peut installer Joomla et la base de données sur le même. C'est pas forcément recommandé, mais s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, on peut prendre le même. On commence sur les instances standards là. Une médium ou une large, ça devrait être suffisant pour le cas d'utilisation. Alors ça, c'est les prix à l'heure. Mathieu, qui est ici, là-bas, tout au fond, il se cache, il connaît les prix des instances réservées. Donc on peut réserver une instance pendant 1 an. Et là, on a un discount de combien? 50% ou... Voilà, 70% sur 3 ans de réduction sur ce prix-là, ou 50% sur une année. Il faut faire la multiplication, si tu veux, on l'a fait tout à l'heure. Une autre question? Oui. Alors, c'est cette année, si tu veux, j'essaie d'avoir plus d'infos tout à l'heure et je te donnerai, j'ai pas de date précise, mais ça va arriver, oui. Une, au fond d'abord, oui. Alors, si on a des gros clients qui sont en Afrique centrale, Mathieu, tu sais? Je sais qu'on en a en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, je sais, je sais pas, mais à la limite, on peut regarder si tu as du temps tout à l'heure. Moi, je reste ici jusqu'à assez tard, donc on pourra jeter un coup d'œil. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut gérer nos propres adresses IP en dehors d'Amazon VPC? Non, non, c'est pas prévu puisque vraiment le concept même. Alors, la façon d'avoir une adresse IP fixe, c'est d'utiliser un autre service gratuit qui s'appelle Elastic IP. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on provisionne, on crée une adresse IP. Donc, on va avoir 1.2.3.4, et donc on va pouvoir associer cette adresse IP à une machine. Après, si cette machine elle tombe ou si on n'en a plus besoin, on désassocie et on réassocie toujours la même adresse IP qu'on garde sur cette machine-là. Donc ce serait cette façon de le faire. Donc ça marche sur EC2 et ça marche sur VPC également. Donc l'adresse IP qu'on a provisionnée, elle est valable sur un compte et sur une région autant de temps qu'on veut. Oui. Oui. Alors, on peut passer l'adresse IP d'une infrastructure dev à prod, puisque c'était la question. Mais après, si on change de région, on ne peut plus avoir la même adresse IP, puisqu'on va être sur des data centers physiques différents. Donc, si je crée une adresse IP fixe en Europe, je ne vais pas pouvoir prendre cette adresse IP et l'envoyer aux États-Unis ou au Japon, par exemple. On peut en discuter tout à l'heure. Je vais prendre une autre question. J'ai plus beaucoup de temps. Oui. Alors, la question, c'est est-ce que sur des data centers privés, on peut utiliser JGroups ou type co-rendez-vous? Alors, pas de bol, je connais aucun des deux. Alors, on n'a pas de data center privé, hein. Nos data centers sont publics, mais sur VPC, en fait, on prend une portion. Si ça tourne sur un serveur virtuel, je dirais pourquoi pas. Oh la vache. Oui, oui, UDP, ça peut marcher. Donc, après, TIPCO et l'autre, je sais plus trop, mais voilà. Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est une bonne question. La question c'est est-ce qu'on peut choisir la région dans laquelle on déploie l'application? Oui, c'est vraiment ce qu'on choisit à la différence d'autres fournisseurs. C'est-à-dire que quand vous créez une instance EC2, on choisit la région parmi États-Unis, Europe, Japon et toutes les autres qu'on a. Et donc quand on crée des serveurs et quand on crée des données sur la zone Europe, on est soumis à la législation européenne. Ouais. Oui. Ah, c'est la deuxième question, hein. Ok. Ouais. La question c'est est-ce qu'on peut utiliser Nagios ou coupler Nagios à ce qu'on a sur Amazon?
Oui, en fait, encore une fois, vraiment, nous, ce qu'on vous donne, c'est vraiment des serveurs, enfin, des serveurs virtuels avec un système d'exploitation. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc, toutes les pratiques que vous avez aujourd'hui, que vous utilisez Nagios, les services d'HP ou quoi que ce soit pour faire du monitoring, que ce soit du monitoring SNMP et ainsi de suite, ça va marcher sur le cloud Amazon. Ils sont tous en train de partir là. Ouais, il peut le faire. Le prix, c'est le même prix que je t'ai montré. Les prix sont publics et effectivement, on peut programmer le relancement d'une machine. C'est-à-dire qu'on peut détecter des événements, une machine qui tombe, une machine qui est plus chargée, et après, ce qu'on programme par rapport à l'événement, c'est à toi de choisir. C'est-à-dire, il y a une API, tu peux virtuellement programmer tout ce que tu veux.